Bonjour à tous, merci d'être là. Comme Isabelle disait, je m'appelle David Martin, je suis donc le fondateur de la fondation Ocean for All. Je suis français, mais j'ai vécu toute ma vie à l'étranger. La fondation est en Thaïlande. On a 2 bureaux, un en Thaïlande et un en France. Moi, je suis biologiste marin au départ. Mon métier aujourd'hui, c'est de filmer les requins pour les documentaires. Donc, je suis caméraman sous-marin pour Netflix, BBC, National Geographic, etc. Donc je passe ma vie depuis une trentaine d'années à filmer les requins et vu tout ce que j'ai pu observer, j'ai décidé il y a quelques années, en 2018, de monter une fondation pour faire des projets liés à l'environnement marin et surtout pour amener à nous tous le monde scientifique ouvert à tous. Parce qu'en fait, un scientifique, un biologiste marin, peu importe la recherche qu'il va faire, qui travaille sur les coraux, qui va travailler sur, peu importe, des algues, des poissons, etc., il va faire des recherches pendant des années et des années. Avec un peu de chance, il va être publié dans des journaux, etc. Mais à la fin de la journée, il met ça dans un classeur derrière lui et ça reste là. Il y a très peu de choses qui sortent. Par exemple, je vais vous parler de 2 choses qui sont les plus classiques, dont la plupart des gens n'ont pas idée, et malheureusement, on nous apprend toute notre vie à l'école que les plantes produisent de l'oxygène par la photosynthèse, que les poumons de la Terre, c'est les forêts vierges, l'Amazonie, qu'on appelle les poumons de la planète. 70% de l'oxygène que nous respirons est produit par les océans. Les poumons de la planète, ce n'est pas l'Amazonie, ce sont les océans. Sur Terre, il y a 80% d'eau. Il y a plus de plantes sous l'eau que sur Terre. Toutes les plantes, même les plantes qui vivent sous l'eau, produisent de l'oxygène. Donc, dans la mer, on a des algues, des prairies marines. En Méditerranée, il y a la posidonie, vous connaissez certainement, etc. Et on a surtout du phytoplancton. Alors le plancton, on le connaît surtout parce qu'on en parle, les baleines mangent du plancton. Donc le krill, ce que mangent les baleines, c'est du plancton animal qu'on appelle du zooplancton. Et il y a du phytoplancton, du plancton végétal. Ce sont des plantes qui produisent la plus grande partie des 70% d'oxygène produit par les océans. Donc ça, c'est très important. Malheureusement, alors, la partie française de l'association, c'est surtout sur l'éducation. Donc je fais des conférences sur TED, des écoles, des universités. J'étais à la Sorbonne la semaine dernière. Et encore, on enseigne aujourd'hui que l'oxygène qu'on respire vient des plantes terrestres. On ne parle pas des océans, encore aujourd'hui en 2025. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que 94% de toute vie sur la planète est aquatique. Ça aussi, c'est important de le faire sortir du monde scientifique pour tout le monde. Nous, on fait partie des 6%. 94% de tout ce qui vit sur la planète, peu importe la taille, peu importe les espèces, c'est aquatique. Donc si on veut sauver l'environnement de la planète, est-ce qu'on s'attaque à 6% de la biomasse ou à ce que 94% de la vie sur la planète? C'est pour ça que c'est très important de faire sortir ces 2 choses principales du monde scientifique et de le mettre aux yeux de tout le monde. Donc comme je vous le disais, avec la fondation, on a des projets spécifiques, des missions qui sont en Thaïlande depuis 2019. Alors en haut à gauche là-bas, vous voyez, on a 3 nurseries de requins. Je vais revenir dessus, on va en parler parce que ça va être le sujet principal de la conférence aujourd'hui, les requins. Pourquoi il faut les protéger, pourquoi il faut en remettre en mer, ce qu'on appelle reshark, repopuler l'espèce. À droite, on a un projet qui s'appelle License to Clean. En fait, on a fabriqué des bateaux comme ça en plastique recyclable et non pas en plastique recyclé. Vous voyez la différence entre les deux? Donc recyclable, c'est-à-dire que nos bateaux sont 100% faits, tout ce qui est sur le bateau, la coque, le toit, etc., c'est du plastique qu'on va pouvoir recycler. C'est du HDPE, j'ai oublié exactement le nom en français, vous parlez anglais? High Density Polyester Thermoplastic. Vous voyez les bouteilles, la bouteille d'eau en plastique, le capuchon, ça c'est du HDPE. Donc ça c'est 100% recyclable. Vous le mettez dans un grille-pain, vous en faites un porte-clés. C'est 100% recyclable. On a 5 bateaux comme ça, en forme de catamaran, qui font 6 mètres de long. Au milieu, entre les 2 coques, il y a un filet qui descend.
et on récolte tout le plastique qui flotte autour des plages de l'île de Phuket. On en a 3 à Phuket et on en a 2 sur la rivière, le Chao Phraya River à Bangkok. Parce que malheureusement, le plastique, qui est un problème global, le problème du plastique, tout le plastique arrive, finit dans les rivières finissent dans les océans, finit en mer. Ça devient des toutes petites particules de plastique, du microplastique, et les animaux marins s'en nourrissent malheureusement. Alors on récolte le plastique, on le trie. Ce qui est recyclable, on l'envoie dans des stations de recyclage. Et ce qui n'est pas recyclable, malheureusement, comme partout dans le monde, je ne sais pas si vous savez ce qu'on fait du plastique qui n'est pas recyclable, il n'y a que 2 solutions. Soit on le brûle, soit on l'enfouit. Donc dans les 2 cas, ça pollue. Ça pollue l'air ou ça pollue les nappes phréatiques. Le problème du plastique, et surtout du plastique à usage unique, est-ce que vous savez, parce qu'on nous dit beaucoup, voilà, ça c'est du plastique recyclable, il y a plein de choses aujourd'hui que vous trouvez dans le commerce qui dit en plastique recyclable. Est-ce que vous savez combien de pourcentage de tout le plastique qu'on produit sur Terre, on peut recycler? Tout ce qui est ça, pourcentage. Ce qu'on peut, ce qui est recyclable. Après qu'on le fasse ou pas, mais ce qui est recyclable, c'est 5%. 5% uniquement de tout le plastique produit sur Terre peut être recyclé. Alors, si on regarde les chiffres, est-ce que ça augmente? Non, ça n'augmente pas. Et le problème, c'est quand on regarde les chiffres sur Google, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir des chiffres beaucoup plus hauts, 40%, 50%. Mais pourquoi? Parce que ça, quand ça sort de l'usine, c'est recyclable. Une fois que ça a passé 1 heure au soleil ou en mer, c'est plus recyclable. Donc, un produit recyclable, c'est recyclable assorti de production. Dès que ça est passé dans l'environnement, oxygène, air, eau salée, soleil, ça change tout. C'est pour ça que ça devient 5%. Le problème, il est là. Sorti d'usine, le bouchon de la bouteille en plastique, il est recyclable tout de suite. Il passe 2 jours en mer dans l'eau salée, c'est plus recyclable. Donc le problème est là, c'est 5% uniquement. Donc après, que faire, comment le faire, c'est tout un changement. La science ne peut pas régler ça. Aujourd'hui, le problème du plastique, c'est que nous, tout ce qu'on fait avec nos bateaux, on ne va pas changer le monde. Mais déjà, on montre qu'on peut fabriquer des bateaux avec un produit qui est recyclable. Aujourd'hui, si on utilise du plastique, autant le faire avec du plastique qu'on peut faire autre chose avec. Tous les autres bateaux, aujourd'hui, c'est de la fibre de verre, ce n'est pas du tout recyclable. Il n'y a absolument rien à faire avec la fibre de verre. Il faut que le changement il soit moral. Tout ce qui est recyclable aujourd'hui, malheureusement, ça n'a aucune valeur. Tout ce que vous voyez sur Internet, les produits qui font, on recycle des trucs de la mer, des filets, on fait des corbeilles à papier, on fait des t-shirts, etc. La valeur du produit, ça coûte moins cher que de faire le changement. C'est ça le problème du plastique. C'est qu'on ne peut rien fabriquer en recyclé, qui va avoir une valeur commerciale plus haute que le coût de le faire. Donc il y a très peu de petites compagnies qui font ça, on en trouve à droite à gauche, qui vont faire avec des cordes de filets de pêche, des espèces de maillots de bain, etc. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui crée un vrai commerce. Le problème du plastique, il est là. Donc plastique à usage unique. Les algues marines, nous avons 2 nurseries d'algues marines. Alors l'algue marine, encore une fois, la différence entre une algue marine et alors, prairies marines, les plantes marines et les algues, c'est comme à terre. Une algue, en fait, il n'y a pas de racines. C'est comme du lichen sur un arbre. D'accord ? Donc les algues en mer, il n'y a pas de racines. Et les plantes marines, comme la Posidonie en Méditerranée, c'est comme à terre, il y a des racines, il y a des fleurs, mâles, femelles, avec du pollen sous l'eau. Le pollen circule de mâle à femelle, ça crée un fruit, et dans le fruit, il y a des graines, exactement comme à terre. Alors cette algue-là, qui ressemble un peu à la Posidonie, il y a à peu près 30 espèces d'algues marines sur la planète. C'est une algue qu'on appelle Inhalus, ou l'algue ruban, qui fait un fruit à peu près gros comme ça, comme une balle de golf. Dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Le fruit mûrit, il pourrit, les graines il s'ouvrent, les graines tombent au fond sur la vase et l'algue pousse. La nature fait que ces graines-là, elles sont mangées à marée basse par les oiseaux, sous l'eau par les crabes, les poissons, etc. Les algues marines, aujourd'hui, depuis à peu près 15 ans, on perd sur la planète, toutes les 30 minutes, la taille d'un terrain de foot, toutes les 30 minutes, en prairies marines. Pollution et surtout construction côtière. Parce
puisqu'elles vivent près des côtes, et c'est là où nous, on a nos activités. Donc, on perd un terrain de foot tous les 30 minutes d'algues marines. On a tous appris à l'école, les plantes prennent le soleil, produisent de l'oxygène. Quand une plante produit de l'oxygène, elle capture du CO2, du gaz carbonique. Les plantes marines capturent 35 fois plus de CO2 que n'importe quelle plante terrestre. Donc, pourquoi c'est très important les plantes marines? Alors, ce n'est pas bankable, comme disait tout à l'heure Isabelle, ce n'est pas sexy une plante marine par rapport à un dauphin. Ça capture, en plus de produire de l'oxygène, va capturer 35 fois plus de CO2. Si on veut régler le souci, on va dire, des océans, le plus gros souci des océans, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Les émissions de carbone, nos émissions de l'activité humaine, vont dans l'atmosphère. Le cycle principal du CO2, il ne reste pas dans l'atmosphère, il est absorbé par les océans. C'est le cycle naturel. Comme il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y en a plus dans les océans, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Et les océans qui sont trop acides, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? L'acidification des océans tue les coraux et les plantes marines. Les mêmes plantes marines qui produisent 70% de l'oxygène qu'on respire. Vous voyez, ça ne finit pas en fait. Donc, si on veut réduire l'acidification des océans, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut diminuer les émissions de carbone, mais aussi il faut replanter des plantes marines parce que ça en capture 35% plus que n'importe quel gazon, arbre, bambou que vous allez planter pour faire des projets écologiques. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas des arbres qu'il faut planter. C'est remettre des plantes marines sous l'eau. Alors évidemment, c'est plus dur. Les arbres, pourquoi? Parce que c'est facile, ça pousse, tous les ans ça prend 1 mètre, on fait des photos, tout le monde est content sur Facebook, etc. Les plantes marines, c'est plus compliqué, ça pousse plus lentement et ça demande une technique beaucoup plus, on va dire, la logistique est plus complexe. Mais c'est très important. Alors nous, on a 2 nurseries à Phuket qu'on a mises dans des hôtels. Comme ça, tous les gens qui viennent en vacances, au lieu de mettre leurs gamins à jouer au Nintendo au Kids Club, ils vont dans nos nurseries apprendre pourquoi on fait ça et pourquoi on replante. Donc on les fait grandir jusqu'à à peu près 3 mois et ensuite on va les replanter à marée basse pour agrandir les prairies. Pareil, on ne va pas changer le monde avec ça, mais le fait de le montrer, de le faire dans des endroits publics, ça amène la prise de conscience parce que l'important dans tout ça, c'est la prise de conscience. Chacun fait ce qu'il peut. Personne, voilà, il ne faut pas du jour au lendemain devenir végétarien, trier ses poubelles, aller en vélo. Enfin, déjà, on en fait un petit peu, mais c'est surtout la prise de conscience qui est importante. Et ensuite, l'autre département que nous avons, donc, c'est tout ce qui est éducatif, ce que je fais ici, ce qu'on fait dans les universités, dans les lycées, etc., pour justement que la prise de conscience avance. Si vous avez des questions, hein, au fur et à mesure, n'hésitez pas. Oui? Alors, là et ailleurs, partout. C'est un petit peu un combat complètement déséquilibré. Tout à fait. Alors moi, mon principe au fil des années, en essayant de trouver des solutions en haut de la pyramide, ça ne marche pas. Maintenant, c'est de passer par le bas, c'est-à-dire nous. Et la solution, elle est, à la fin, c'est toujours pareil. Le saumon, si on arrête d'en acheter, ils vont arrêter d'en pêcher, etc. La solution, elle est morale. Elle est que morale. À la fin, c'est qu'une histoire d'argent. Construction sur la côte, prendre des terrains pour construire, couper de la mangrove, avancer sur la mer pour pouvoir construire encore plus de condominiaux, etc., etc. À la fin, c'est qu'une question économique. Voilà. Donc le problème, il est là. Le problème, c'est la science et la technologie ne vont pas régler ces problèmes-là. C'est qu'un moral en soi, un changement. Alors évidemment, il faut faire des efforts. Vous savez, il y avait un dessin qui montrait bien qui veut du changement, tout le monde lève la main. Qui veut changer, voilà. Donc il est que là. La solution, elle peut être que là. C'est que moral. Alors, on va parler des requins, qui est ma spécialité, et pourquoi on va parler des requins, pourquoi ils sont si importants. Il y a des plongeurs parmi nous?
Oui, vous avez déjà vu les requins? Non? Si? Quel requin? Des tigres ou Maldives? Ouais. Qui d'autre? Plongeur? Tigre, bulldog où? Nouvelle-Calédonie, super. Marteau? Où ça? En Colombie, Malpelo. Super. Alors on va parler des requins. Pourquoi ils sont si importants que ça? D'abord, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un requin et comment ça fonctionne un requin. Alors les requins, ce sont des poissons qui font partie de la famille des élasmobranches. Alors, les élasmobranches, ce sont tous les poissons qui n'ont pas d'os, mais qui n'ont que du cartilage. Donc sous l'eau, il y a ce qu'on appelle les poissons osseux et les poissons cartilagineux. Les poissons cartilagineux, ce sont les requins et les raies. Pour la petite histoire, une raie et un requin, c'est la même chose. Une raie, c'est un requin plat. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui sur le requin, c'est la même chose pour les raies. Les poissons osseux, tous les le saumon, la truite, le barracuda, votre poisson rouge dans le bocal, ce sont des poissons osseux. Ils ont un squelette fait de calcium, comme nous. Les poissons cartilagineux n'ont pas d'os, ce n'est que du cartilage. On verra pourquoi c'est important. Et les élasmobranches aussi sont les seuls poissons qui ont 5, 6 ou 7 fentes branchiales sur chaque côté pour respirer. Le saumon, le poisson rouge, il a une ouverture ici, ils en ont qu'une de chaque côté. D'accord ? Les élasmobranches, 5, 6 ou 7. C'est ça qui fait la différence avec les poissons osseux. C'est dans l'autre sens. Alors, il y a plus de 500 espèces de requins. Il y a des requins de toutes les tailles, de toutes les couleurs, jusqu'à 15 mètres de long, 15 cm. Et il y en a des jaunes, des roses, des tachetés, des rayés. Il y en a surtout dans tous les habitats pratiquement sur Terre, que ce soit eau salée comme eau douce. Il y a des requins d'eau douce, le requin bulldog vit en eau douce. Il y a des requins au pôle, il y a des requins au tropique, en mer tempérée, sur les côtes, au large. Absolument tous les habitats marins de la planète et même d'eau douce, il y a des requins. Les mammifères, on va dire, pour... Bonjour, allez-y. Les mammifères, pour faire simple, sont apparus 60 millions d'années. D'accord? Les mammifères. Il y a 60 millions d'années que les mammifères sont apparus sur Terre. Les requins existent depuis 400 millions d'années. Ils ont survécu à 5 extinctions de masse. 100 millions d'années avant les premiers arbres sur Terre, il y avait des océans, il y avait des requins dans les océans. 400 millions d'années. Il n'y a rien de plus vieux. Après ça, c'est les crocodiles, par exemple. C'est 300 millions d'années. Alors, qu'est-ce qui fait que le requin a évolué, existe depuis 400 millions d'années? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un mammifère? Les mammifères, c'est ce qu'on dit, sont les animaux les plus évolués aujourd'hui. Qu'est-ce que le requin a de plus que tous les autres animaux pour survivre depuis 400 millions d'années? C'est ce qu'on va voir. Alors déjà, qu'est-ce qu'un requin? Imaginez, demain, on va dans l'eau, on va faire du snorkeling quelque part, et on voit devant nous une espèce de... un poisson, une forme allongée. Comment on sait que c'est un requin et pas un thon, un barracuda, une autre espèce? Alors déjà, la chose la principale que tout le monde va regarder, c'est le triangle sur le dos, comme dans le film, la nageoire dorsale. Alors il faut savoir que les requins, pratiquement tous, en ont deux, la première nageoire dorsale et la deuxième nageoire dorsale. Ensuite, les requins, ils ont, comme nous, œil, narine, museau, bouche. Ils écoutent, absolument comme nous. Nageoire pectorale, très important. Tous les poissons osseux ont des nageoires pectorales et ils s'en servent pour avancer. Un poisson rouge, un thon, un barracuda, etc. Les requins, la nageoire pectorale, elle est fixe, comme des ailes d'avion, elle ne bouge pas. Donc déjà, si vous voyez un poisson allongé comme ça, avec un triangle sur le dos et des pectorales qui ne bougent pas, il y a une grande chance que ce soit un requin. Ou un autre animal qui a aussi dorsale et pectorale qui ne bougent pas, c'est le dauphin. Alors ce n'est pas un poisson, c'est un mammifère, mais le dauphin, pareil. La grosse différence va se trouver au niveau de la nageoire caudale. Le dauphin fait comme ça, de haut en bas, et le requin fait de gauche à droite. Voilà comment on va reconnaître
à distance un requin. Ensuite, nous avons les nageoires pelviennes. Et ça, on va en parler beaucoup, c'est très important. C'est là que se situe l'organe reproducteur des requins, nageoire anale et nageoire caudale avec la partie supérieure et la partie inférieure. Alors, 400 millions d'années, qu'est-ce que le requin a de plus que les autres pour survivre depuis si longtemps? On a dit tout à l'heure, squelette en cartilage. Alors ça, c'est très intéressant pour un prédateur parce que c'est très léger et très flexible. Donc pour un prédateur dans les océans, ce sont deux qualités assez importantes. Les ampoules de Lorenzini, vous avez déjà entendu parler de ça, les ampoules de Lorenzini? Alors, tout ce qui est vivant sur Terre, vous, un chien, un chat, un oiseau, un ver de terre, tout ce qui est vivant, on émet des champs électriques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, les champs électriques, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Les champs électriques, les requins sont les seuls animaux capables de capter un champ électrique et de trouver l'origine. Sur l'avant d'une tête de requin, comme vous voyez là, on les voit sur cette photo-là, on les voit aussi. Tous les petits points noirs que vous voyez, ce sont des petites... il y a du gel dedans avec un cil qui va vibrer, c'est microscopique, et qui va envoyer au système nerveux l'origine du champ électrique. C'est unique dans le monde animal. L'être humain, nous, on a essayé de fabriquer des machines. On n'a jamais été aussi précis que les ampoules de Lorenzini présentes chez les requins depuis 400 millions d'années. Grâce à ça, les requins vont choisir de chasser la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, il fait noir, les poissons, ce n'est pas des chauves-souris, ils n'ont pas de radar. Donc un poisson-ange, un poisson perroquet, la nuit, il va se cacher sous le corail pour éviter les prédateurs. Le requin va choisir de chasser la nuit parce qu'en plus de l'odorat, de la vue, des oreilles et du son qu'il a, il peut trouver sa proie cachée sous le sable grâce aux ampoules de Lorenzini. Et la nuit, forcément, sans voir, uniquement en captant les champs électriques d'un autre poisson. Grâce à ça, il survit depuis 400 millions d'années. C'est unique dans le monde animal. Denticules cutanés. Intéressant chez Dassault, ça. Très intéressant. Alors, on s'est rendu... Alors, les mammifères, nous, notre peau, elle est en cuir. C'est du cuir. Mammifères, la peau est du cuir. Les poissons osseux, leur peau, ce sont des écailles. Voilà. Les requins, ce n'est pas un mammifère, c'est pourtant un poisson, ce n'est pas des écailles, ce n'est pas du cuir. La peau du requin sont des dents. C'est de l'émail. Des milliers et des milliers de dents microscopiques. Au microscope, ça a l'air comme ça, qu'on appelle ça des denticules dermiques ou denticules cutanés. Alors déjà, c'est extrêmement résistant, beaucoup plus que le cuir ou que les écailles. Si vous avez un requin mort ici, vous prenez un couteau comme ça, vous faites ça, ça ne rentre pas. Impossible. Donc, extrêmement solide, quand le requin va chasser dans les coraux, dans les rochers, etc., il ne se blesse pas. Et ensuite, on s'est rendu compte, il y a quelques années, qu'on pensait qu'une surface lisse, c'était ce qu'il y avait de plus aérodynamique ou hydrodynamique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une surface avec plein de picots comme ça, comme les denticules dermites, avait moins de drag, de traîner dans l'eau comme dans l'air. Et aujourd'hui, j'ai lu quelques papiers sur Dassault qui a étudié ça. Les avions Lufthansa, Suisse ont déjà appliqué ce qu'on appelle le Shark Skin Technology sur la carlingue de l'avion pour diminuer la consommation de carburant. La NASA le fait aussi. Certains voiliers de l'America's Cup ont ça sur leur coque. La peau du requin diminue et fait augmenter, fait améliorer la consommation en carburant de certains avions. J'ai lu quelques papiers que Dassault l'avait utilisé. Il avait étudié, je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui bossent sur les carlingues d'avion? Non? Non? Non. Bon. En tout cas, c'est une technologie connue par Dassault, par Boeing, par Airbus. C'est déjà en place par la NASA. Le requin a ça depuis 400 millions d'années. Ça en fait des choses pour lui. Alors le requin, c'est un prédateur et l'arme principale du prédateur, c'est quand même ses dents. Alors les requins ont jusqu'à 300 dents en même temps dans la bouche, c'est des rangées en haut et en bas. Il y en a de plein de tailles différentes. Il y en a qui sont avec, comme ça,
ciselées, pointues, il y en a qui sont comme des aiguilles, ça dépend de l'habitat du requin. Et surtout, tous les 15 jours, la dent est remplacée. Tous les 15 jours, le requin a une nouvelle dent. Pour un prédateur, c'est extraordinaire. Les dents, ce n'est pas dans l'os, mais c'est dans du cartilage. Donc à chaque fois que le requin va manger, chasser, il va perdre ses dents. Il y a plein de sites de plongée où il y a beaucoup de requins. Si vous cherchez dans le sable ou dans un aquarium avec des requins, vous allez chercher dans le sable, vous allez trouver énormément de dents de requin. Elles tombent régulièrement et tous les 15 jours, la rangée du dessous pousse et remplace la dent. Pas mal pour un prédateur. Oui? Oui. Alors, le flash, pas forcément. Je vous montrerai après des images que j'ai faites. À cause ou grâce aux ampoules de Lorenzini, le fait que le requin est sensible à tout ce qui est champ électrique, un requin va être perturbé, on va dire, par tout ce qui est métallique dans l'eau. Moi, souvent, quand je filme, j'ai des requins qui viennent mordre les plombs, qui viennent mordre la robinetterie, la caméra. Rien dans les mains, le requin ne va pas s'approcher. Donc ça change un petit peu la perception, donc ça les perturbe un petit peu. Le flash en lui-même, la lumière, non, mais l'objet métallique dans l'eau, oui. L'émission électrique, certainement aussi. Maintenant, dans l'eau, ça se disperse quand même beaucoup, il faut qu'il soit très près, etc. Et il y a des requins, ça ne les gêne pas, mais voilà, disons qu'il est perturbé. Et moi, je vois souvent en filmant, beaucoup de requins viennent, vous voyez dans les documentaires, quand un requin vient mordre la cage ou l'hélice du bateau, ce serait en bois, il ne l'aurait pas fait. Donc le métal va perturber ça. Reproduction. On dit que le mammifère, c'est ce qu'il y a de plus évolué aujourd'hui sur la planète. Pourquoi? Parce qu'un mammifère, la reproduction, donc la fertilisation est interne, d'accord? Alors que, par exemple, un poisson classique va faire des œufs. Vous prenez un poisson rouge, il va faire des centaines, des milliers d'œufs par an. Le mâle va relâcher son sperme dans l'eau. Par chance, parce que c'est uniquement la chance, ça vient en contact dans la colonne d'eau, ça fertilise l'œuf. Mais la plupart sont mangés par les autres poissons, etc. Donc il y a trois formes de reproduction au monde: ovipare, vivipare, ovovivipare. Nous sommes... Oui, vous aussi. Nous sommes vivipares. On fait les animaux vivants. D'accord? Mammifères, vivipares. Ovipares, les œufs. Et ovovivipares, ce sont des œufs dans l'utérus qui vont éclore à l'intérieur du ventre de la femelle et qui vont sortir comme un vivipare, comme un bébé entier. Tous les poissons osseux sont ovipares, comme des poules, font des œufs. Le souci de ça, c'est qu'il faut en faire des milliers et des milliers pour avoir la chance qu'il y ait quelques espèces qui vont réussir à grandir. Le requin, lui, qui est un poisson, et sur les 500 espèces, 98% des espèces de requins sont vivipares. Bonjour. Bonjour. Allez-y, allez-y. C'est-à-dire que le requin, comme un mammifère, va faire ses petits vivants. Mammifère, ce qui est très intéressant, c'est que mammifère, c'est un mot qui vient de mamelle. Les mammifères allaitent. Et chez tous les mammifères, l'assistance maternelle est primordiale. Aucun petit éléphant, girafe, chat, chien, aucun bébé mammifère ne peut survivre sans la mère. Dauphin, baleine, se nourrir, apprendre à marcher, apprendre à manger, apprendre à courir, apprendre à chasser, etc. Assistance maternelle primordiale chez les mammifères. Les requins, qui sont des poissons, mais qui font des bébés comme les mammifères vivipares, il n'y a aucune assistance maternelle. Le bébé requin, il a toutes ses dents, qui changent tous les 15 jours. Il a les ampoules de Lorenzini, il a du cartilage, il a la peau comme les adultes. C'est comme un adulte, il est juste plus petit. Il part, il sort du ventre de la mère, il n'y a plus rien. Aucune assistance maternelle, il n'y a rien qui se passe. Il est autonome. Mammifère, 60 millions d'années, requin, 400 millions d'années. Elle est la différence. Avant de sortir, il faut faire des bébés, il faut se reproduire. Alors les mammifères
Fertilisation interne, c'est ce qu'il y a de plus évolué aujourd'hui parce que rien n'est perdu. Les poissons, ce n'est pas interne, c'est externe, donc il faut en faire des centaines et des milliers d'œufs par an. Les requins, qui encore une fois sont des poissons, la fertilisation est interne, comme chez les mammifères, alors que c'est un poisson. Donc, requin mâle, requin femelle, c'est simple de reconnaître un requin mâle au niveau des nageoires pelviennes sous le ventre. Si vous voyez 2 tubes, en fait, le requin mâle a 2 pénis, chanceux. Il en a 2, qu'on appelle des claspers. La femelle, au même endroit, a une fente. On n'appelle pas ça un vagin, mais un cloaque chez les requins. Et donc, le mâle va attraper la femelle, c'est assez violent, avec sa bouche sur la nageoire pectorale. C'est pour ça qu'on voit souvent des femelles avec des cicatrices. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une femelle. Si vous allez un jour dans un aquarium où souvent, vous savez, il y a des tubes dans les aquariums où vous passez et les poissons sont au-dessus. Vous pouvez avoir un requin. Si vous voyez 2 tubes sous le ventre, c'est un mâle. Le requin va pénétrer la femelle, relâcher le sperme à l'intérieur du ventre de la femelle. Rien n'est perdu. Exactement comme un mammifère. Et ça reste un poisson. Il y a quelques espèces qu'on appelle des requins benthiques, comme le requin bambou. C'est de ça qu'on a des nurseries en Thaïlande, le requin nourrice. Ce sont des requins qui vivent au fond, qui font des œufs. Il y a quelques espèces, pas beaucoup, mais sur les 500 espèces, il y a à peu près 5 ou 6 espèces qui sont des requins benthiques. La roussette de Méditerranée fait des œufs, est un requin benthique. Voilà. « 100 millions », c'est quoi ce chiffre? Voilà. 100 millions de requins tués chaque année par l'être humain. Alors malheureusement, on ne tue pas les requins parce qu'on en a peur, parce que les films, les dents de la mer, les dents de la Seine, c'est pas pour ça, malheureusement, qu'on tue les requins. C'est pour ça. C'est pour la soupe d'aileron de requin. Le marché asiatique, ça, ce sont les toits dans toute la zone de Hong Kong, du marché de Hong Kong, pour une soupe. Il y a des centaines d'années, en Chine, à l'époque des empereurs, la soupe d'aileron de requin était un mets uniquement pour la haute société, avec soi-disant des vertus pour être plus fort, etc. C'est une tradition. Au fil des années, la Chine s'est ouverte et le marché asiatique, aujourd'hui, consomme la soupe d'aileron de requin, alors que dedans, il n'y a absolument aucun apport nutritif, aucune vitamine, c'est que du cartilage. Que du cartilage. Ils rajoutent des épices, des légumes pour que ça ait du goût. Il n'y a absolument aucun apport nutritif. On tue 100 millions de requins, c'est un business de millions de dollars. La pêche du requin, c'est très simple. Le requin étant un prédateur, c'est facile. Un hameçon, un bout de poisson, et c'est forcément un prédateur qui va venir. Ils les pêchent, ils coupent les ailerons. Une dorsale de requin, ça vaut jusqu'à 2000 $ au kilo à Hong Kong. On rejette les requins comme ça, ils suffoquent, ils ne peuvent plus nager, ils meurent, uniquement, pas pour aller sur la Lune ou sauver le cancer, uniquement pour une soupe traditionnelle. 100 millions de requins par an. Alors, le marché consommateur, c'est le marché asiatique, Chine, Taïwan, Hong Kong, etc. Mais, attention, c'est facile de critiquer le marché asiatique, le marché consommateur. Par contre, les requins ne sont pas que pêchés en Asie, ils sont pêchés partout, France inclus. Ce n'est pas interdit de pêcher du requin en France. Méditerranée, Atlantique, les bateaux sont là pour pêcher le requin. 90% des espèces de requins de l'Atlantique Nord ont disparu. 90% à cause de ça. Donc oui, critiquer les coutumes asiatiques, c'est une chose. La consommation, oui, mais on les pêche partout. En Méditerranée, il n'y a aucune loi qui empêche un bateau de pêche de venir pêcher du requin, ou en Bretagne. Il y a quand même une demande qui a été déposée européenne pour Oui, mais un temps faramineux. le problème, c'est toujours pareil. C'est, en anglais, on dit « if the buying stop, the killing can too ». Si on arrête de consommer, ils vont arrêter d'en pêcher. Pour ça, comme pour tout. Parce que passer par le haut, moi en tout cas en 30 ans, j'ai vu aucun changement. Le problème, il est là. Le président des Maldives a récemment annoncé qu'il autorisait la chasse, la pêche au requin. Alors, c'est dans le truc, quoi. Il y a les élections, etc. Alors, et en parlant des Maldives, que je connais bien, j'ai vécu beaucoup d'années, aujourd'hui,
sur la planète, il y a uniquement 2 pays au monde qui protègent contre la pêche, qui interdisent la pêche du requin de toutes les espèces de requins. Parce qu'il y a des pays, en Thaïlande par exemple, le requin-baleine est interdit et protégé, mais que le requin-baleine. Les Maldives et les Bahamas sont les 2 seuls pays au monde à protéger toutes les espèces de requins dans leurs eaux territoriales. 2 pays au monde. Je vous laisse lire. Alors ça, c'est un requin bulldog. Alors ce que je filme, c'est au Mozambique. Le requin bulldog est responsable de la plupart des attaques sur l'homme, avant le requin blanc, avant le requin tigre. Donc c'est le numéro 1, celui-là. D'accord ? Est-ce que vous savez combien d'êtres humains chaque année meurent ? Vous allez voir, je ne vais pas dire le mot attaque de requin pour une raison bien précise. Meurent à cause d'un incident avec un requin. Combien de morts chaque année ? Voilà. Alors c'est une moyenne. Une année c'est 8, une année c'est 11, etc. Depuis 60 ans qu'il y a des datas qui sont pris, c'est une moyenne qui ne change pas. C'est 10 morts par an. Il y a à peu près 60 incidents, encore une fois je ne dis pas attaque, 60 incidents, et sur les 60, parce qu'il y a des petites morsures, etc., il y en a 10 mortels. 10 contre 100 millions. Vous savez quel est l'animal qui tue le plus d'êtres humains au monde ? Le moustique. Oui, le moustique, duquel on a plus peur. Il y a plus de gens qui meurent chaque année sur un terrain de golf en prenant une balle de golf sur la tête que par les requins. Il y a plus de gens qui sont frappés dans leur vie 2 fois par la foudre, alors qu'on dit que c'est impossible, que les requins, que des morts par requins. Et en plongée, on a plus peur du baliste du temps que Exactement, en plongée, en tout cas au tropique, quelle est la blessure la plus fréquente pour lesquelles les gens vont à l'hôpital, aux Maldives, à Bali, etc. Vous savez laquelle c'est ? Le coup de soleil. Voilà, donc en fait, mathématiquement, c'est tellement petit par rapport au nombre de baigneurs. Vous savez qu'il y a des requins partout. Les requins, vous savez quelle est la mer, l'océan où il y a le plus de requins ? La Méditerranée. Mer tempérée, 50% des espèces de requins, sur les 500 espèces, vivent en mer tempérée. La Méditerranée, c'est la mer tempérée de prédilection. Ça ne veut pas dire qu'on en voit beaucoup. Le plus grand requin blanc a été pêché en France, à 7. Il y a longtemps, dans les années 60, mais en tout cas, voilà. Donc, mathématiquement, on ne peut même pas en faire une statistique. Le problème de l'attaque, c'est les médias. À chaque fois qu'il y a un incident avec un requin, même si c'est tout petit et même si ça arrive tellement peu fréquemment, c'est qu'un accident d'avion, d'accord, c'est comme l'avion et la moto. Un accident d'avion, c'est impressionnant, on en parle pendant 2 mois à la télé. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Un accident de moto ou de voiture, même pas on en parle à la télé. C'est la même chose avec les requins. Si vous regardez sur Internet, à chaque fois qu'il y a quelque chose avec les requins, le mot il est toujours là, attaque. Il n'y a pas d'attaque de requin. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une attaque de requin, pour nous les scientifiques, ce qu'on appelle une morsure de test. Alors qu'est-ce qu'on fait nous avec nos nurseries de requins ? Ce qu'il faut comprendre, c'est la chaîne alimentaire. Vous voyez là-bas en haut à droite, tout ce qui est dans l'écosystème, que ce soit à terre comme sous l'eau, toutes les espèces font partie de la chaîne alimentaire. Le problème de la pêche industrielle, et c'est un truc, on n'a même pas idée le nombre de bateaux, usines qu'il y a sur la planète chaque jour dans l'eau, la pêche industrielle ne choisit pas, c'est-à-dire que dans les filets, on prend de tout, on va garder qu'une ou 2 espèces, on relâche tout, ce qu'on appelle le bycatch, et aussi, c'est plus facile de pêcher des gros poissons que des petits poissons dans un filet. Donc, les espèces qui vont disparaître en premier vont être les espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Imaginez par exemple le thon, la 3e espèce que vous voyez là. On l'a détruit complètement à cause de la pêche industrielle. Sa proie, le petit poisson bleu dessous là, très content, plus de prédateurs. Il va se reproduire beaucoup plus que la normale et il va complètement détruire l'espèce crevette. Tous les 2 maillons, la chaîne alimentaire est cassée. Alors, si on veut faire quelque chose pour rétablir l'équilibre de la chaîne alimentaire, est-ce
Est-ce qu'on remet en mer des crevettes, des petits poissons-anges comme celui-là, ou celui qui est tout en haut, qu'on appelle l'apex prédateur? Tout en haut de la chaîne alimentaire, sous l'eau, qu'est-ce qu'on a? Les requins. Alors un petit requin va avoir un autre prédateur, mais les espèces, donc les élassements branches, sont le sommet de la chaîne alimentaire sous l'eau. Et tout en bas, à l'autre côté, il y a le plancton. Aucun écosystème, que ce soit marin ou terrestre, ne peut survivre sans son prédateur principal. La plupart des gens arrivent aux tropiques, en Thaïlande, aux Caraïbes, en Australie, en mer Rouge, etc. Ils arrivent, ils font du snorkeling sur un récif de corail, le corail est mort, ils disent « Oh, trop de bateaux, trop de touristes, trop de pollution ». Si ce corail-là est mort, à 90%, la raison principale, c'est parce qu'il n'y a plus de requins. Il n'y a pas son prédateur principal. En Thaïlande, nous, on élève le requin bambou, comme une roussette, un peu celui-là. Ce petit requin, il vit dans les récifs pas profonds en Thaïlande. Il se nourrit de petits crabes, de petites crevettes et de petits poissons papillons comme ça. Ce crabe, cette crevette et ce poisson papillon, eux se nourrissent de polypes de coraux, qui est un animal. Corallivore, ça s'appelle. Ils mangent du corail. À partir du moment où ils n'ont plus leurs prédateurs, ils sont en nombre excessif, ils vont complètement détruire le corail. Les récifs de coraux ne peuvent pas survivre sans le maillon principal de la chaîne alimentaire. C'est impossible. À terre, c'est pareil. Demain, on part en Afrique, on va faire un safari et on décide de tuer tous les lions. Les herbivores, ils sont contents. Les gazelles, les zèbres, les girafes, tout le monde est content. Plus de prédateurs. Ils vont se reproduire énormément. Ils sont herbivores. Il y en a tellement, ils vont détruire la végétation. Dans 5 ans, l'Afrique, c'est du désert, il n'y a que du sable. C'est impossible que l'équilibre de l'écosystème soit maintenu s'il n'y a pas chaque maillon au bon endroit. C'est pour ça que si on doit protéger quelque chose dans les océans, ça doit commencer par le sommet de la chaîne alimentaire. Pas les dauphins, pas les tortues, pas les poissons clowns, tout ça c'est très beau sur Facebook, mais si on veut que ce soit efficace, il faut partir par le haut. C'est pour ça qu'on fait des nurseries de requins. Donc alors le requin bambou est un requin qui fait des œufs. Donc nous, on récupère les œufs soit chez les aquariums publics qui ont du requin bambou ou avec les pêcheurs, d'accord ? On va garder les œufs dans des aquariums, ils vont éclore jusqu'à ce qu'ils ont 6 mois à peu près, ils vont faire cette taille et là on les relâche en mer. Pareil, on fait ça avec le tourisme, donc dans des hôtels pour que les gens participent à un événement de relâche de bébés requins, mais surtout apprennent l'importance. C'est-à-dire que nous, dans nos nurseries, il y a une salle de cours, il y a une salle de conférence, et tous les gens qui vont visiter la nurserie passent d'abord par un workshop où on leur explique pourquoi on fait ça, et pourquoi c'est ça, et c'est pas le poisson clown, le Nemo, pourquoi c'est pas le dauphin ou la tortue. Il y a une raison pour ça. C'est comme les algues marines, il y a une raison pour ça. Oui. Prédateur du requin, alors, parce que si on suit votre discours, on peut se dire ah ben, le requin va se reproduire, se reproduire, se reproduire, et puis finalement. Alors, déjà, comment? Si on enlève les humains. Déjà, mort naturelle, déjà. Vous savez, c'est comme nous. Je veux dire, ça grandit, ça meurt. D'accord? Il évolue, je veux dire, tout à sa place. Mort naturelle, il y a des prédateurs comme l'orque, qui est le seul prédateur, on va dire, des élassements branches. Alors, les petits requins ont plein de prédateurs. Un requin d'1 mètre de long, un requin bambou peut se faire attaquer par un requin plus grand, une pointe noire. Donc, il y a toujours un prédateur. Et le plus gros des requins, déjà, le plus gros des requins, c'est le requin baleine qui mange du plancton. D'accord? Mais il se reproduit, c'est extrêmement rare. Tous les gros animaux ne sont pas en nombre. Les fourmis, c'est des milliards, les insectes, c'est des milliards, mais les éléphants, les ours et les requins baleines, ça suit. La nature est bien faite. Le problème, c'est que nous, on arrive dedans et on met un grand coup en plein milieu et tout ce qui est en haut disparaît. Parce que la pêche, malheureusement, alors déjà, il y a la pêche pour la soupe des longs de requin, il y a ce qu'on appelle le bycatch dans un filet. Quand vous mangez votre filet de sole dans l'assiette que vous avez acheté, personne ne se doute que pour pêcher cette sole, dans le filet, on a tué 3 tortues, 3 raies et 2 dauphins. La France est le pays au monde où on déclare le plus de morts de dauphins par la pêche. Oui, déclare, ça veut dire. Oui, déclare, donc c'est encore plus. Voilà. Donc, malheureusement, la pêche par filet, le chalut, on n'en parle même pas, parce que c'est même pas, on racle tout en plus, mais
Le filet, on ne peut pas choisir. La seule pêche sustainable, si vous voulez vraiment continuer à manger du poisson, achetez du poisson pêché à la ligne. C'est vraiment le seul truc où on dit, voilà, à la ligne, on ne peut pas mieux faire que de la pêche à la ligne. Mais pêche au filet... Alors, je vais vous montrer quelques images. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je tourne, je fais des images de requins pour les documentaires. Différentes espèces pour voir un petit peu. Alors, les requins vivent, donc il y en a partout, aux tropiques, sur les récifs coralliens. Ça, c'est des pointes noires. Il y a des requins qui vivent très peu profond. Il y a des requins de profondeur, mais il y a des requins qui vivent dans 50 cm d'eau. On dit que les requins ont besoin de nager, c'est faux. Il y a certaines espèces de requins, les requins benthiques, qui peuvent rester toute la journée allongés sur le fond. Le requin benthique, ça vient de bottom, donc tous les requins qui sont posés au fond. Le requin bambou, le requin nourrice, la roussette. Il y a des requins qui vivent en groupe, non pas pour raisons sociales, mais plus parce que c'est un endroit où les courants et les proies sont au même endroit. Il y a ça, c'est un requin taureau en Afrique du Sud en période de gestation. Je suis en train de faire un documentaire en ce moment dessus. Voilà, on voit le métal, comment ça perturbe. Vous voyez, dès qu'il y a quelque chose de métallique dans la main, le requin va être tout de suite plus attiré. Et ce que je voulais vous montrer, c'est... Alors ça, c'en est encore une autre. C'est tout. C'est toute la partie mécanique, ça peut être l'hélice du bateau, ça peut être... voilà. Requin-baleine. Ça, c'était sur un docu pour Netflix il y a 2 ans. Donc, le plus gros poisson du monde, poisson cartilagineux. Est-ce que vous savez quel est le plus gros poisson osseux du monde, comme il y a des plongeurs? Plus gros poisson osseux. Le? Ah. Alors, plus gros poisson osseux. Poisson lune, mola, c'est ça, jusqu'à 2 tonnes, oui. Alors, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, une attaque de requin, c'est quoi? Le requin, il n'a pas de main, d'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est au Mozambique. Requin bulldog, le requin, le responsable du plus grand nombre d'attaques de requins sur la planète, le requin bulldog. On a pris un poisson vivant qu'on a mis sur une flèche pour voir comment il allait se comporter. Et en fait, ce qu'on appelle un test bite, le requin, la première chose qu'il va faire sous l'eau, c'est arriver et voir ce que c'est. Bon, il n'a pas de main, d'accord? Voir ce que c'est. Alors, le requin, lui, extrêmement craintif, même le bulldog, etc., voir ce que c'est. Si c'est quelque chose qu'il a l'habitude de manger dans sa chaîne alimentaire, il va s'en nourrir. Mais vous allez voir à quel point... Donc là, il arrive, il y a du sang un peu partout, donc en plus, on l'appâte. C'est pas la frénésie, hein, c'est craintif, hein, vous voyez. Et là, regardez. Hop, et c'est tout. Et là, si c'est du plastique, il ne revient pas. Si c'est un bout de bois, il ne revient pas. Là, c'est du poisson, il revient. C'est ça, une attaque de requin sur un être humain. C'est la même chose que ça. C'est-à-dire, je me baigne. Donc le requin bulldog, l'île Maurice, la Réunion, les surfeurs. Requin bulldog, c'est un requin qui vit près des côtes, dans les estuaires, il va même dans l'eau douce, etc. Dans l'eau très trouble, c'est un charognard. Il va aller... tout ce qu'il peut trouver, un chien mort qui flotte, une vache, un bout de bois, etc. Il se trouve qu'un jour, c'est un jeune surfeur qui est là, dans l'eau trouble, etc. La jambe qui est là dans l'eau. Il arrive, il fait la même chose qu'il a fait là. Il donne un coup. Ce n'est pas sa nourriture. Nous, on ne fait pas partie de la chaîne alimentaire du requin. Il n'y a pas assez de protéines, ce n'est pas assez gras. Il donne un coup, mâchoire, il s'en va. Après, la personne va peut-être mourir en fonction en combien de temps les premiers secours, l'hôpital arrive quand, etc., etc., hémorragie. Oui, ça peut résulter sur un mort. Mais c'est ça, une attaque de requin. C'est un test bite. Demain, on va en Afrique. Imaginez, on part en Afrique. Hop, vous êtes là dans votre Jeep, vous voyez un lion. Vous sortez un poisson, vous le jetez par terre. Est-ce que vous pensez que le lion va venir le manger?
Oui ou non? Pourquoi? Parce que ça fait 400 millions d'années, voilà, ça fait 60 millions d'années, pardon, le lion qui mange de la gazelle. Donc sous l'eau, c'est pareil. Moi, quand je filme, pour filmer les requins, il y en a tellement peu qu'on est obligé d'appâter. Toutes les images que vous voyez sur documentaires de requins, tout est fait avec de l'appât. Et entre guillemets, à terre, c'est pareil. Moi, tous mes collègues qui filment en Afrique, les lions, les guépards, tout ce que vous voyez sur les documentaires, autour dans les arbres, il y a de la bidoche. Sinon, il faut 4 mois pour faire une image, au lieu de 4 jours. Très compliqué. Aucun animal sauvage se rapproche de l'homme sans nourriture. Sous l'eau, c'est pareil. Pour filmer du requin blanc, etc., des fois, même en mettant du poisson mort dans l'eau, on y passe des semaines et des semaines. Oui. Donc un requin, entre guillemets, n'attaque pas parce qu'il se sent en danger. Il veut juste tester pour savoir si ça se mange ou pas. 99% de la réaction d'un animal sauvage sur le danger, c'est quoi? La fuite. Il n'a aucune raison d'aller se battre. Je veux dire, dans la nature, ça n'existe pas. La bataille, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... je suis en danger, la seule chose qui me préoccupe, c'est par où je pars. Il n'y a rien d'autre. Ça n'existe pas un animal qui attaque. Donc, là, c'est ça. Requin bulldog, 3-4 morts par an. Requin blanc, c'est pareil. Le surfeur, il est en surface. Donc, le requin blanc, il se nourrit de gros animaux, de mammifères marins, des phoques et des lions de mer. Le requin blanc chasse du fond. On appelle le requin blanc parce que sous son ventre, c'est blanc. À l'époque des chasseurs de baleines, quand ils venaient manger la baleine qui était morte en surface, le requin doit se tourner sur le ventre parce qu'il a le museau là. Et on voyait le ventre blanc, on l'a appelé requin blanc comme ça. Par contre, le dessus du requin, c'est foncé. Donc, il chasse le requin blanc, il est au fond, ses proies sont en surface. Du dessus, on ne voit pas que son dos sombre. Il chasse comme ça. Il regarde à contre-jour, il voit un phoque à un lion de mer, il remonte. Ça fait 400 millions d'années qu'il se nourrit comme ça. Aujourd'hui, c'est un surfeur, allongé sur sa planche, 2 membres devant, 2 membres derrière. De loin à contre-jour, ça ressemble quand même à sa proie habituelle. Il va remonter, il va donner un coup de dent, la planche en plastique, le néoprène, il s'en va. Le gars, forcément, l'animal est grand, on perd une jambe, on perd un bras, hémorragie, voilà, on peut peut-être en mourir. C'est 2 morts par an sur toute la planète. Oui, requin de haute mer, ouais. Bon, alors, il y a le Longimanus, le requin pointe blanche océanique, c'est un requin qui est assez, on va dire, particulier avec les plongeurs sur le comportement du plongeur. Ceux qui plongent avec des requins, vous le savez, quand on plonge avec des requins, alors moi quand je filme, je suis souvent tout seul, mais la règle principale, un petit peu comme là, sur cette photo, c'est ne pas ressembler à un poisson et ne pas faire ce que ferait un poisson. Donc le requin, il vient, d'abord je suis droit, il n'y a aucun poisson dans l'eau comme ça, tous les poissons sont comme ça. Déjà ça, je ne ressemble pas à un poisson, donc pour le prédateur, ce n'est pas quelque chose qu'il a l'habitude, et ensuite, s'il se rapproche, je ne bouge pas. Tous les autres poissons, quand le requin se rapproche, ils s'en vont. Donc restez droit, pas comme ça, et le requin va venir, et il va partir. Il va venir voir ce que c'est un prédateur. Maintenant, si on commence à palmer en arrière, à s'éloigner, à paniquer, etc., dans la tête d'un prédateur, ah, tiens, ça me donne une raison d'aller voir un peu plus. C'est comme ça qu'on se fait mordre d'une palme, etc. Le Longimanus en mer Rouge, c'est ça. Donc encore une fois, il y a toujours une raison, mais le problème des médias, c'est que le seul mot qui existe pour eux, c'est attaque. Alors que, comme vous le voyez, et c'est prouvé, on l'a filmé, ce n'est pas du tout une attaque. Si les requins meurent, on perd les océans. Si on perd tous les requins, on perd les océans. C'est indéniable. C'est ce qui règle absolument toute la chaîne alimentaire. Et c'est pour ça qu'il faut faire... Oui ? Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. En fait, en Nouvelle-Calédonie, les espaces... Vous l'avez bien dit, parce qu'ils n'ont plus de nourriture. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement pêché, et à un moment, le prédateur, en Afrique, si on enlève les gazelles et les herbivores, les lions, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se rapprocher des habitats, je veux dire, il n'y a pas de secret. Si on touche à l'équilibre de la chaîne alimentaire, forcément, ça va partir dans un sens ou dans l'autre. Les tuer, ce n'est pas la solution. Les tuer, c'est arrêter la pêche industrielle autour de la Nouvelle-Calédonie, des bateaux japonais, remettre des récifs artificiels, refaire du poisson pour que, je vous en prie, pour que les prédateurs ont leur nourriture qu'ils ont depuis des millions d'années. Voilà.
Alors après, des attaques, c'est toujours pareil. On ne peut pas blâmer, comme on dit, l'animal de vouloir aller à un endroit où il va trouver de la nourriture, vu que nous, on lui prend sa nourriture depuis des centaines d'années et qu'il n'en reste plus. Il y a un exemple très flagrant. Malheureusement, le problème des requins, c'est que comme tout se passe sous l'eau, personne ne le voit. Le problème de la conservation des océans par rapport à tout ce qui est à terre, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, sur la planète, il y a à peu près 12 millions de plongeurs, à peu près 8 millions de gens qui mettent un mât de snorkelers, 20 millions. Donc 20 millions de personnes qui mettent la tête sous l'eau pour voir comme c'est beau, etc. Et ces gens-là, ils sont convaincus de l'importance des océans. Sur les 7 milliards, presque 8 sur la planète, 20 millions, c'est même pas 1%. C'est-à-dire qu'il faut convaincre 99% de la population mondiale de ça. Vous vous rendez compte ? 99% de la population mondiale ne mettra jamais la tête sous l'eau. Tout le monde pense que les océans, c'est bleu, c'est liquide, c'est beau, c'est magnifique, c'est la nature, il n'y a pas de problème. C'est compliqué. Aux États-Unis, et à chaque fois qu'il y a des soucis, on parle d'attaque, etc. À La Réunion, il y a un gamin qui surfe, qui est mort parce qu'il perd une jambe. Derrière, on va tuer des requins, etc. C'est comme si, quand il y avait une avalanche, on coupait la montagne. C'est exactement la même chose. Il y a un seul cas, on va dire, démontré, ou aujourd'hui, malheureusement, où on peut voir l'effet de la perte de l'apex prédateur sur l'économie, parce qu'à la fin, tant que ça ne touche pas au portefeuille, l'être humain s'en fout. Aujourd'hui, sur la planète, ça se passe en Caroline du Nord. En Caroline du Nord, depuis des années, des centaines d'années, l'industrie principale, c'est l'industrie de la coquille Saint-Jacques. Et la coquille Saint-Jacques, son prédateur principal, c'est une raie, qu'on appelle une raie à bec de canard, Connor's ray, à bec de vache, pardon, une petite raie. C'est son prédateur principal à la coquille Saint-Jacques. Et le prédateur principal de cette raie, c'est le requin-marteau de l'Atlantique. 90% des espèces des requins de l'Atlantique Nord ont disparu par la pêche. Plus de requins-marteaux. La petite raie s'est reproduite, plus une coquille Saint-Jacques. Et l'industrie de la coquille Saint-Jacques a fait faillite en Caroline du Nord. Alors ça, c'est un exemple qui touche au portefeuille de l'être humain, mais le problème, c'est qu'on ne les voit pas tous. L'histoire du corail, quand on va faire du snorkeling, vous prenez 100 personnes, à 99%, ils vont dire trop de pollution, trop de touristes, trop de bateaux, trop d'encre, etc. Personne ne pense au prédateur qui n'est plus là. C'est ça qui fait que ça détruit. Et l'important, c'est la prise de conscience. Merci pour m'avoir écouté. Merci pour faire passer le message. Les plongeurs, vous le savez, les plongeurs, ils savent déjà, ils sont faciles il n'y a pas de souci. C'est les 99% de la population qui ne vont pas mettre la tête sous l'eau. C'est là que c'est compliqué. Merci à vous, merci à vous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Allez plonger, allez voir des requins. Voilà. Et arrêtez de manger du poisson. Pêchez au filet. Alors, ce qu'on appelle des poissons pilotes, alors ça dépend. Là, sur celui-là, ça c'est un bulldog. Ça, c'est ce qu'on appelle des rémoras. Alors, le rémora est un poisson qui a une espèce de ventouse qui va se coller sous le requin. Et en fait, c'est une symbiose. Il ne gêne pas le requin, il va se nourrir des déchets du requin. Le poisson pilote, c'est pareil. Le petit rayé, c'est pareil. C'est une symbiose. Ils vivent ensemble. L'un ne mange pas l'autre. C'est juste, voilà. Il y a des rémoras aussi sur les mérous, sur les tortues. Voilà. C'est un poisson qui vit à côté d'un plus gros poisson et qui se nourrit de ses rejets. Alors, non. Rien. Au niveau nettoyage de la peau, c'est qu'au niveau des crevettes. Voilà. Ou des labres nettoyeurs. Mais dans ce cas-là, non, il n'apporte pas de... D'ailleurs, ça les gêne. Ils sont là quand ils nagent souvent, ça les embête, mais il n'y a pas de... Ils ne nettoient pas la peau du requin. On le voit sur d'autres espèces. Il y a des petites crevettes ou des poissons qu'on appelle des labres nettoyeurs, bleus et blancs comme ça. Il y a des endroits où les requins ils vont essayer de s'arrêter, ils vont ouvrir la bouche et ils vont venir nettoyer dedans. Et les labres nettoyeurs nettoient les murènes, les tortues, voilà, c'est une espèce qui... Voilà. Mais en tout cas, voilà, sans les requins, ça ne peut pas marcher. C'est comme sans prédateurs en Afrique, c'est comme sans... Un autre cas qui est assez exceptionnel, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, ils ont réintroduit des loups dans le parc de Yellowstone. Et en moins d'1 an, les rivières ont changé de cours. Parce que les loups sont arrivés, même s'ils étaient que, je ne sais pas, une dizaine,
ils ont mangé des herbivores, donc moins d'herbivores, la végétation a poussé plus, ça a changé le cours des rivières. Ça va très très vite, très très vite. Demain, on enlève les prédateurs en Afrique, il n'y a plus de forêt. Imaginez ce qui se passe sous l'eau depuis des années, où on ne voit rien, donc on ne fait rien. Alors, bon, je ne pense pas que ça se fasse. C'est juste que chaque année, chaque fois qu'il y a des élections, ils changent. Oui. C'est juste de l'argent. Voilà. Les Chinois qui poussent. Parce qu'au large des Maldives, ça pêche encore. Alors, les Maldives, la chose qui s'est très bien faite aux Maldives, moi j'étais en Maldives en 2008 quand il y a eu l'interdiction de pêche du requin. La première fois que j'ai travaillé aux Maldives, sur toutes les îles de pêcheurs, il y avait des ailerons de requin qui séchaient. Et puis, ils ont arrêté ça. Le gros avantage des Maldives, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont interdit pour les locaux la pêche au filet. C'est-à-dire qu'un Maldivien aujourd'hui, qui est pêcheur, il ne peut pêcher qu'à la ligne. C'est pour ça qu'en Maldives, vous allez, il y a du poisson partout. Ils ne pêchent qu'à la ligne. Parce que la pêche la plus destructive qui existe, c'est le filet. Quantité de poissons et surtout le choix. On veut pêcher de la sole, tout le reste on rejette. Le nombre de poissons qu'on jette, c'est incroyable. C'est à ça qu'il faut penser quand vous mangez votre poisson, c'est le filet qu'a pêché le mérou ou la sole, qu'est-ce qu'elle a tué? Oui. En Afrique, c'est pareil. En Afrique, maintenant, toute la côte africaine, il n'y a que des bateaux de pêche. Les droits de pêche ont été vendus. Alors les Chinois, ils arrivent, le gouvernement chinois, notamment au Mozambique où j'ai beaucoup tourné, où avant c'était du désert, des dunes, etc. Aujourd'hui, il y a des routes, des hôpitaux, des écoles. Tout ça fait par le gouvernement chinois pour les droits de pêche. Mais ça, encore une fois, c'est là que ça se passe. Tant qu'on va, j'étais il n'y a pas longtemps sur un marché et il y avait du poisson, il y avait écrit des petits trucs, chalut, 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 au bout d'un truc dans un coin, pêché au filet. Personne, tout le monde là, chalut. Et j'ai dit, mais moi je voudrais celui-là. Ah, pourquoi? Parce que c'est pêché au filet. Et le vendeur m'a dit, oui, mais vous savez, mais personne ne demande. Personne ne demande. On vit dans notre monde comme si ça n'existait pas. Tout ce que vous achetez, c'est pêché au filet et au chalut. Le saumon, n'en parlons pas. Vous mangez du saumon? Oui, mais c'est ça le problème du saumon. Les fermes d'élevage du saumon. 5 minutes, je vous parle de ça, c'est tellement important. Le saumon, c'est un prédateur, d'accord, qui parcourt des milliers de kilomètres dans sa vie, entre le milieu de la petite rivière en Allier jusqu'au Canada. Un prédateur qui mange des crevettes. Les crevettes, c'est ce qui donne la couleur de la chair du saumon. En élevage, on ne leur donne pas des crevettes à manger, on leur donne de la farine de poisson. Un saumon qui sort d'élevage, sa chair, elle est grise. Ils mettent du colorant dedans pour le vendre, parce que vous voulez du saumon orange. Tous les saumons de ferme, la chair est grise. Et tous les saumons d'élevage que vous achetez, la chair est rose et orange parce qu'ils mettent du colorant dedans. C'est à quel point, vous imaginez, à quel point les fermes, imaginez, demain, imaginez un extraterrestre arrive sur Terre. Il voit des fermes à saumon. Oh, c'est bien, les êtres humains, ils produisent pour ne pas détruire. Ah, c'est super, donc vous en avez, certains vous les mangez, certains vous les rejetez. Ah non, on mange tout. Il n'y a aucune ferme à saumon qui remet du saumon dans la nature. Je veux dire, ce serait quand même le premier truc. Quand on fait de l'élevage, non, on mange tout. Et ensuite, donc on donne de la farine de poisson au saumon, qui n'est pas sa nourriture normale. Mais le problème, c'est que pour nourrir un saumon d'1 kilo, on pêche 10 kilos de poisson. 10 kilos de poisson pour nourrir un saumon d'1 kilo. C'est droit dans le mur, droit dans le mur. Acheter du saumon sauvage, bien sûr, il coûte 3 fois plus cher. C'est pour ça que l'effort, il est là. Il y a un moment, l'effort, il va toucher là. Il va toucher au portefeuille. C'est le seul moyen. Oui, c'est ça. Il faut avoir envie de chercher. Mais c'est ça, c'est toujours pareil. C'est, voilà, on est là, on vit, machin. Le mec qui vit dans son HLM et la seule chose qu'il pense, c'est d'acheter moins cher pour nourrir sa famille. Voilà. Toute la société fait que, c'est pour ça que le seul moyen la solution, elle n'est pas dans la science, c'est uniquement moral. C'est un changement moral qui peut faire le changement. Sinon, le plastique, c'est pareil.
J'étais à la Sorbonne l'autre jour, j'ai fait une conférence à la Sorbonne, tout le monde avait des bouteilles en plastique. Il y avait peut-être 2 qui avaient une gourde en alu. Tant que ça c'est pas ancré, bouteille et qu'on va acheter. Vous n'avez pas touché à la vôtre. Comment? Vous n'avez pas touché à la vôtre. Bouteille en plastique. Ah oui, ben j'avais pas vu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors la photo pour les réseaux. Bon. Qui a une gourde? Ah, très bien. Bah alors, aïe, aïe, aïe. Bon, on va couper au montage ou pas? Bon, voilà, par exemple. Ah, très bien, très bien. Je l'avais même pas vu. Voilà. En tout cas, merci. Voilà, faites passer le message, c'est important. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, ben voilà, vous pouvez prendre et pour voir ce qu'on fait, pour voir comment on avance, les projets, etc. Et puis, c'est toujours bien d'avoir des gens qui nous suivent. Merci beaucoup.